Imaginez que vous marchez à travers un champ ouvert en Europe de l'Est. Aujourd'hui, il n'y a que de l'herbe et du vent. Mais si nous pouvions remonter le temps, il y a environ 5000 ans, ce même endroit résonnerait du bruit de milliers de voix. Nous serions au cœur d'une révolution humaine, émergence des toutes premières mégacités de la préhistoire. Pendant près d'un millénaire, l'humanité a prospéré ici. Nous avons appris à cultiver la terre, construit des maisons accolées les unes aux autres, formé de vastes familles. Puis, soudainement, entre 3400 et 3000 AV-Meiji, tout s'est arrêté. Les voix se sont tues. Des villages, certains peuplés de dizaines de milliers d'habitants, furent abandonnés. Dans bien des cas, ils furent brûlés jusqu'aux fondations. Pendant longtemps, nous avons observé cette période, connue sous le nom de déclin néolithique, et nous nous sommes demandé, où sont donc passés tous ces gens? Était-ce la guerre? Était-ce la famine? La réponse, curieusement, ne se trouvait ni sur les pointes de lance, ni dans les murailles détruites. Elle était cachée dans un lieu bien plus intime et troublant, à l'intérieur des dents de nos ancêtres. Ce que nous y avons découvert réécrit l'histoire de notre fragilité et de notre survie. Nous parlons ici du tout premier tueur en série de l'histoire, la peste. Durant des décennies, la biologie et l'histoire ont exploré ce sujet sur des sentiers séparés. On croyait que Yersinia pestis, la bactérie infâme responsable du fléau médiéval en Europe, était une invention biologique relativement récente, une horreur née à l'ère des châteaux et des chevaliers. Mais la science moderne possède un outil qui fonctionne comme une machine à remonter le temps. Analyse de ADN ancien. Lorsque les chercheurs ont commencé à broyer les dents de squelettes néolithiques, ils ont découvert quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Le matériel génétique de Pojekakash. Yersinia pestis était bel et bien présent, des millénaires avant ce que on pensait. Ce n'était pas un cas isolé. Chaque nouveau squelette analysé portait la même signature mortelle. Cela a tout changé. Ce malheur cruel, qui semblait frapper sans raison des jeunes et des adultes en pleine santé, avait désormais un nom. La peste circulait déjà parmi nous bien avant que nous ne ayons inventé l'écriture pour enregistrer son horreur. Et plus impressionnante encore, la présence de cette bactérie dans les fossiles coïncide de manière exacte et terrifiante avec le moment où la population eurasiatique est effondrée. Pour comprendre comment cette tragédie s'est déroulée, il faut examiner notre mode de vie de l'époque. Le succès de l'humanité fut, ironiquement, son piège. Au néolithique, en Europe de l'Est, les gens commencèrent à vivre dans des agglomérations denses, très différentes des petites tribus nomades d'antan. Imaginez des structures gigantesques, des quartiers entiers de maisons interconnectées, abritant des milliers d'individus. Ces lieux étaient près des merveilles de coopération humaine, mais aussi des bombes biologiques à retardement. Pensez à la logistique, d'immenses réserves de céréales pour nourrir toute cette population. Où il y a des céréales, il y a des rongeurs. Et où il y a des rongeurs, il y a des puces. Même si la bactérie de cette époque, n'avait pas encore développé pleinement la capacité d'utiliser efficacement la puce comme vecteur, comme ce serait le cas lors de la peste noire médiévale, l'environnement était idéal. Il y avait un contact constant entre humains, animaux domestiques, rongeurs sauvages et réserves alimentaires. La transmission, selon toute vraisemblance, était encore plus directe. Des études suggèrent que cette souche ancestrale se propageait par contact étroit avec des fluides corporels ou par voie aérienne, de manière similaire à une peste pneumonique. Ce n'était pas la morsure d'un insecte qu'il fallait craindre, mais la toux du voisin, l'étreinte d'un parent malade. Dans des communautés où les maisons partagèrent les murs et où l'air circulait mal, la contamination était presque inévitable. Parler de population et de statistiques peut nous éloigner de la souffrance réelle. Concentrons-nous donc sur un exemple concret découvert en Scandinavie. Des archéologues ont mis au jour une sépulture collective racontant une histoire déchirante. 38 personnes y reposaient. Ce n'étaient pas des inconnus jetés dans une fosse commune après une bataille. C'étaient des membres d'une même famille. L'analyse génétique a confirmé qu'ils appartenaient à 6 générations distinctes sur une période d'environ 120 ans. Que nous ont révélé leurs dents. Chez 12 de ces individus, près d'un tiers du groupe, des traces directes de l'infection par la peste ont été détectées.
Cela dessine un schéma effrayant. La maladie n'est pas venue une seule fois puis disparue. Elle est revenue, encore et encore. Les preuves indiquent 3 vagues distinctes. 2 phases modérées, suivies d'une 3e, dévastatrice. Imaginez le traumatisme psychologique subi par ces 6 générations. Des grands-parents voyant leurs petits-enfants mourir subitement, sans blessure, sans explication. La mort frappait vite. L'absence de lésions osseuses montre que la maladie tuait avant même que le corps ait le temps de réagir. Typique des infections systémiques aiguës. En Scandinavie, environ 17% des restes humains analysés de cette époque ont révélé la présence de la bactérie. Pour mettre cela en perspective, c'est un taux extrêmement élevé, même comparé à des pandémies modernes. En revanche, dans la région correspondante aujourd'hui à l'Allemagne, les taux oscillent entre 1% et 5%. Cela démontre que la peste agissait de façon capricieuse et inégale selon les régions. Certains endroits furent décimés, d'autres à peine effleurés. Mais la peur devait être universelle. Ajoutez maintenant à ce bouillon biologique un autre ingrédient désastreux, le climat. À cette même époque, l'Eurasie traversait un refroidissement progressif. Les récoltes qui nourrissaient ces méga-établissements commencèrent à échouer. Les squelettes de cette période montrent clairement des signes de stress nutritionnel. Les gens étaient déjà affamés et affaiblis avant même que la première fièvre ne surgisse. Nous avions donc le scénario parfait pour la fin du monde, tel qu'ils le connaissaient, famine, froid, surpopulation et une bactérie invisible. La réaction humaine fut radicale. Nombre de ces grands villages Europe de l'Est ne furent pas seulement abandonnés, ils furent incendiés. Et l'archéologie suggère qu'ils le furent délibérément. Pourquoi quelqu'un brûlerait-il sa propre maison, ses réserves de nourriture, toute sa ville? Par peur. Face à une maladie incompréhensible qui décime tous ceux qui vous entourent, le lieu lui-même semble maudit. Brûler le village pouvait être une tentative désespérée de purification pour éradiquer le mal censé habiter les murs, ou simplement une fuite paniquée, où rien ne devait être laissé derrière soi. Des récits anciens, des échos de traditions orales provenant des peuples des steppes, évoquent des années de villages vides et de maladies portées par le vent. Bien qu'ils ne constituent pas des preuves scientifiques, ces témoignages s'accordent parfaitement avec le tableau archéologique de fuite et de désolation. Les estimations sont sombres. On pense que jusqu'à 5 millions de personnes auraient péri durant cet effondrement néolithique. Dans un monde dont la population était infiniment plus réduite qu'aujourd'hui, cela constitua un véritable apocalypse. La structure sociale s'effondra. Lorsque les grands centres furent abandonnés ou détruits, les gens se dispersèrent. Le monde rétrécit. Nous revînmes à des petits villages isolés. Une perte culturelle immense s'ensuivit. Des techniques agricoles complexes, des traditions architecturales et des rituels collectifs disparurent pendant des siècles. La densité de population chuta, ce qui, ironiquement, contribua à freiner la propagation de la maladie. Moins de contacts entre groupes signifiait une rupture, ou du moins un ralentissement, de la chaîne de transmission. Des signes de violence apparaissent également. Des fosses contenant des corps jetés à la hâte, certains portant des traces de traumatisme, suggèrent que le désespoir engendra des conflits. Quand la nourriture se fait rare et que la maladie avance, les voisins deviennent des rivaux. La peste fut peut-être le coup de grâce, mais la violence et la famine avaient déjà préparé le terrain. Mais voici l'élément le plus crucial de cette histoire. Nous sommes encore là. La Yersinia pestis de cette époque était une tueuse redoutable, mais l'humanité s'est montrée plus obstinée. L'effondrement néolithique ne fut pas la fin de notre parcours. Il en fut une bifurcation. Ceux qui ont survécu ont résisté. Ils se sont adaptés. Ils ont appris à vivre en groupes plus petits, sont devenus plus mobiles. De nouvelles routes migratoires furent tracées par ceux qui fuyaient la maladie. Les outils furent adaptés à des temps plus durs. De nouvelles cultures et de nouvelles langues émergèrent dans le vide laissé par les anciens empires agricoles. La fin de cette ère ouvrit la voie à l'âge du bronze. La société se réorganisa, intégra ce traumatisme et continua. Les dents retrouvées dans ces sépultures anciennes sont des témoins silencieux. Elles nous racontent que les pandémies ne sont pas des phénomènes nouveaux, mais des compagnons anciens de notre espèce.
Nos ancêtres ont affronté les ténèbres sans microscope, sans antibiotiques, sans même comprendre ce qui les frappait. Et pourtant, ils ont trouvé le moyen de reconstruire le monde. Tel est notre héritage. Une histoire de pertes dévastatrices, certes, mais avant tout, une histoire de résilience inébranlable. Si ce voyage dans le passé vous a révélé quelque chose de nouveau, envisagez de suivre nos prochaines analyses. L'histoire humaine regorge de chapitres oubliés en attente d'être lus. À la prochaine découverte.